Bonjour à tous, vous êtes sur le deuxième épisode du podcast NetApp en français. Bienvenue, je suis Yann Bizel et je suis, comme la dernière fois, rejoint par Yves Weisser, Consulting Solution Architect chez NetApp. Salut les loulous! Et Guillaume Sevinski, Technical Partner Manager. Salut Guillaume. Salut tout le monde, c'est Guillaume. Vous le remarquez, mon micro il marche mieux cette fois-ci. On va voir si techniquement on va dépasser les attentes. Normalement c'est une amélioration de 200% sur cet épisode. On va mesurer ça. Donc pour cet épisode, comme vous avez pu le voir dans la description, on va parler DevOps et c'est un vaste sujet qui couvre énormément de choses différentes et on va essayer de canaliser un petit peu tout ça avec l'aide ce mois-ci de Jérôme Blanchet, Solution Engineer chez NetApp. Salut Jérôme. Salut à tous, bonjour. Et bienvenue. Aujourd'hui, un épisode à 4 voix, donc, et c'est le format qu'on va essayer de refaire un petit peu tous les mois, d'avoir un intervenant externe pour nous aider à y voir plus clair dans les sujets abordés. Une chose aussi un petit peu différente dans l'épisode aujourd'hui, c'est que c'est tellement vaste DevOps qu'on va peut-être être obligé de séparer l'épisode en 2 parties. Ça va être la surprise, on va voir ça après au niveau du montage. Attends, t'es en train de me dire qu'on a à peine commencé de parler de DevOps et que tu as séparé les devs et les ops, c'est ça ? Exactement, ouais, effectivement, et on sait qu'on va essayer de construire ce mur qui existe forcément entre les développeurs et les admins. Et on va parler de tout ça avec Jérôme. Merci, très bien. Alors, première question, premier sujet. Déjà, on va essayer de situer un petit peu le contexte. Qu'est-ce que c'est DevOps ? Alors, on va essayer de démystifier un petit peu ce buzzword et puis d'en donner, non pas la définition, mais une définition sur laquelle on va se concentrer sur cet épisode. Est-ce que, on entend beaucoup parler de Kubernetes, alors est-ce que DevOps c'est forcément Kubernetes ? Est-ce que c'est de l'automatisation ? Jérôme, quand on te pose cette question, quand tu vas dans un meeting DevOps, alors je ne sais pas s'il y a des meetings qui sont DevOps, mais ça arrive. Quelle est ta définition ? Alors, ça dépend à qui on a affaire. Hein, pour répondre à ce genre de questions, souvent quand on fait des meetings DevOps, c'est qu'il y a déjà des gens face à nous qui ont déjà une culture DevOps forte et donc ils ne se posent absolument pas ce type de questions. Moi, ma définition que j'en fais en quelques mots, le DevOps, c'est un monde, effectivement, c'est une culture qui vient du monde du développement. On l'a vu par le passé, depuis de nombreuses années, les équipes de développement ont eu le besoin d'apporter de l'automatisation dans leurs outils de développement pour pouvoir faire du test et de la validation autour des produits qu'ils développent et donc être en mesure de déployer très rapidement des infrastructures de test, qu'elles soient physiques ou logicielles. Et donc très rapidement, on a eu ces besoins-là qui sont plutôt arrivés du monde du développement. Et à côté de ça, il y a le monde de la prod, hein, le bon vieux legacy tel qu'on le connaît depuis maintenant des années, hein, qui était la plupart de nos clients historiques, on va dire, où il fallait effectivement mettre en place des systèmes avec des process de validation, d'intégration, avec des recettes qui pouvaient prendre un certain temps. Et donc ces deux mondes-là, à un moment donné, ne se côtoyaient pas, ne se voyaient pas. Il y avait le développement d'un côté avec toute cette agilité, tous ces outils d'automatisation qui existaient depuis un certain temps, et puis la validation, la prod historique. Et puis tout doucement, on a vu arriver des nouvelles applications, des nouveaux besoins chez nos clients, où des applications se sont ouvertes sur le web, elles ont été, on va dire, développées un petit peu en interne, et les clients ont dû un petit peu, par la force des choses, se mettre à travailler de façon agile aussi, puisqu'ils étaient maîtres de leurs propres outils, ils mettaient à disposition un site web qui pouvait être hébergé en interne ou dans le cloud, et donc on a vu arriver ces nouveaux besoins d'automatisation. Alors ce qu'on appelle DevOps, c'est tout simplement mettre rapidement, déployer une application très rapidement, mais aussi être capable de la maintenir, de faire des modifications de code assez facilement, donc pouvoir tester facilement ces environnements-là. Donc voilà un petit peu comment je définis aujourd'hui le DevOps, c'est amener de l'automatisation effectivement à base d'outils. Tu as parlé de Kubernetes et d'autres choses, donc on verra un petit peu au cours de ce podcast les différentes options qui sont possibles. Très bien. Moi j'ai une petite anecdote justement sur le DevOps. Ouais. Je me rappelle, alors on est tous des dinosaures de l'informatique, même si on est encore dans les quadras. Je me rappelle d'une intervention chez un client dans l'Est où je découvre un Jérôme Blanchet que je connaissais pas et qui vient pour un projet type Legacy, mais déjà avec un mindset DevOps. Tout était planifié, tout était préparé, c'était tac, 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 tout était bien orchestré. Un truc qui aurait dû durer 3 jours, c'était plié en une demi-journée, le client était satisfait. Voilà, c'est aussi une question de mindset, je pense. Les entreprises poussent pour de l'agilité,
mais il faut aussi que les clients adhèrent à ce mode de fonctionnement. Et c'est vrai que des fois, c'est compliqué pour tous les informaticiens comme nous qui ont commencé avec des procédures et des scripts de création d'environnement, on va dire des scripts manuels. C'est des fois compliqué d'aller vers cette évolution. Mais et du coup, si tu devais chercher une finalité à ce joli monde de DevOps et que tu devais le résumer en 3 mots, comment est-ce que tu le verrais, toi, Jérôme ? 3 mots, donc je mettrais bien évidemment agilité, hein, c'est la première chose qui me vient à l'esprit quand on dit DevOps. Le deuxième, c'est rapidité, être en mesure de mettre à disposition des nouveaux services, des nouvelles applications de façon extrêmement agile et extrêmement rapide. Et la troisième, je dirais aussi, c'est la souplesse tout simplement de l'environnement en question pour pouvoir s'adapter aux futurs besoins et aux futures technologies qui peuvent arriver dans ces mondes-là. Il faut recruter pour faire du DevOps. Est-ce qu'il faut à un moment avoir ce profil magique qui connaissent le développement et qui connaissent l'administration des systèmes? Comment est-ce qu'on lance une méthodologie DevOps chez un client ou quand on est consommateur d'infrastructures et de solutions? Comme l'a bien dit Guillaume, c'est avant tout une culture, le DevOps. Hein. Donc c'est rapprocher des gens qui peuvent avoir des objectifs professionnels différents. Hein. Les opérations, c'est le run, c'est l'exécution, c'est garantir que l'application va être up and running et fonctionnera de façon systématique quoi qu'il arrive, alors que le dev, c'est rajouter des fonctionnalités en permanence, pouvoir tester. Et donc, c'est rassembler des gens, les faire travailler simultanément au sein d'un même projet pour arriver à un objectif commun ou effectivement fournir une application agile à des utilisateurs. Mais derrière, effectivement, je ne vois pas dans les entreprises des gens flaguer DevOps. Alors, si on regarde un petit peu ce qu'on fait chez NetApp, parce que NetApp est une société qui développe des produits, donc il y a des équipes de développement, il y a des équipes de tools internes, et il y a quelques années, ces équipes-là, il y a 4 ans maintenant, je crois, justement en interne, s'appellent les DevOps, parce que justement, ils travaillent en très forte collaboration avec les développeurs, et ils ont mis en place tout un ensemble d'outillages pour aider justement les développeurs à développer leur code, hein, notamment ONTAP principalement. ONTAP, c'est quelque chose de gigantesque, c'est plusieurs dizaines de millions de codes, je crois, aujourd'hui, ONTAP. Et donc, les versions d'ONTAP sortant de plus en plus fréquemment, mais il a fallu amener de l'agilité sur cette plateforme-là. Donc, la première piste qui a été faite pour améliorer cette agilité-là, c'est de travailler avec les mécanismes de ONTAP, hein, nos mécanismes internes, de travailler avec les clones, pour pouvoir, par exemple, construire un environnement de développement à un développeur qui a besoin d'avoir l'intégralité du code source pour intégrer une fonctionnalité dans ONTAP. Eh bien, on utilise des mécanismes de flex clone. Donc, tous ces mécanismes-là ont été automatisés aujourd'hui à travers des outils tels que Jenkins pour construire ces environnements-là. Et donc, c'est intéressant de regarder ce que font nos engineering pour raconter ces histoires-là aussi à nos clients, parce que eux n'ont pas forcément, les clients legacy qui n'ont pas forcément l'habitude de gérer une engineering avec ce type d'outils. Eh bien, c'est intéressant d'expliquer ce que NetApp fait en interne avec ses équipes de développeurs pour montrer ce qui pourrait être fait aussi chez nos clients avec les technologies qu'ils ont, puisque nos clients utilisent du NetApp, et donc il suffit d'aller mettre les bons plugins, les bons outils pour pouvoir faire ces tâches d'automatisation. Et l'engineering, en l'occurrence chez NetApp, depuis un certain nombre d'années, avait commencé pour piloter ces systèmes de clonage, avait commencé avec il y a une dizaine d'années avec des systèmes de script basés sur du Perl, etc. Ça a été amélioré avec un plugin Jenkins qui a été développé et mis à disposition de la communauté pour que nos clients l'utilisent. Et puis dans la toute dernière version, il s'appelle DevOps at Scale, je crois, l'outil qui est utilisé par Engineering, qui permet de construire des environnements de développement très très rapidement, de cloner des codes sources pour créer des branches, etc. Et puis lancer des tests automatiques derrière. Surtout, eh bien, cet outillage-là, eh bien, il a été mis à disposition de la communauté. Il est disponible sur le GitHub de NetApp, en allant sur GitHub/NetApp, DevOps at Scale, par exemple, hein, qui est accessible. Mais du coup, si je peux sortir quelques mots de ce que tu viens de dire, ouais. On n'arrive pas à monter un projet ou un environnement de DevOps en 2 jours. C'est quelque chose qui prend vraiment beaucoup de temps, qui peut prendre beaucoup de personnes avec des esprits différents, de cultures différentes, et des outils aussi qui sont bien différents, des fois pas du tout complémentaires. Et sachant que quand on regarde l'ensemble d'outils qui sont disponibles sur le marché, il y en a quand même une sacrée myriade, donc trouver les bons qui correspondent à notre besoin, c'est pas forcément
évident. Mais faut pas voir une infrastructure ou un environnement de DevOps comme un projet insurmontable. Il faut juste pouvoir prendre son temps, non pas trop non plus, mais prendre son temps, choisir les bons outils, y aller étape par étape. Et comme tu le disais, chez Étape, on a commencé ça depuis pas mal d'années. On a fait évoluer les choses de différentes façons, et aujourd'hui, on arrive à construire un environnement très, très rapidement pour nos différents besoins internes. Je pense qu'il faut effectivement toujours commencer quelque part et l'agilité qui est intrinsèque au projet de type DevOps, ce serait pas très logique de dire ah bah non, c'est du lift and shift comme on dit, il faut tout refaire et tout refaire en mode DevOps. Non, on y va de manière incrémentale et l'intérêt des méthodologies DevOps, c'est de découper justement les applications et de les remettre à disposition des utilisateurs en mode DevOps. Alors, parfois, on entend aussi dire j'ai une VM là où il y a toute mon application, je vais la mettre dans un conteneur et puis voilà, elle sera DevOpsisée. Non, ça peut être une première étape et ça peut répondre à certains usages, mais à mon sens, c'est vrai que les méthodologies DevOps demandent déjà à la base de redécouper les applications pour les rendre déjà extrêmement scalables. Donc découper les front-ends pour pouvoir scaler les front-ends indifféremment des back-ends, etc. Et c'est toute une réflexion d'architecture autour de l'application, mais pièce par pièce. C'est une croissance dissociée là, que tu es en train de nous présenter. Je vois où tu veux en venir. Effectivement, on va faire la croissance de front-end différent par rapport à la base de données. Au niveau des infrastructures, on a des solutions qui permettent de faire ça aussi, oui. Et notamment une solution qu'on appelle Hybrid Cloud Infrastructure, si je me souviens bien, qui a été notre solution, on va dire, envisagée pour tout ce qui était DevOps, mais dans un mode, on va dire, en dehors d'ONTAP, qui est, vous le savez, la généralité de nos produits, tout ce qu'on vend. On va dire une grande partie de nos produits tournent sur ONTAP. HCI ne tourne pas sur ONTAP, mais avec cette particularité de rendre les choses vraiment très simples et en mode no touch, qui est intéressante, à mon avis, pour les équipes DevOps, où l'infrastructure n'est plus le Saint Graal. L'infrastructure, c'est juste un outillage, une plateforme sur laquelle on va développer des process, des services, des applicatifs. Et donc, à partir du moment où on banalise totalement ce qui est en dessous, on peut se préoccuper de ce qu'il y a au-dessus. D'où la croissance dissociée, effectivement, qui se rejoint. C'est un ensemble et beaucoup de ces concepts tournent autour de la scalabilité et être capable, on va parler du cloud plus tard et des hyperscalers qui permettent de vraiment donner au terme scalabilité tout son sens. Jérôme, on trouve beaucoup de production chez nos clients sur cette méthodologie DevOps. Alors, pour répondre à ta question, je dirais non, pas énormément. Dans nos clients historiques, on n'en voit pas tant que ça. Les clients chez qui je le vois sont des clients qui ont eu à un moment donné les besoins d'ouvrir des services connectés pour leurs partenaires, leurs clients, etc. Et donc qui ont commencé par mettre des applications web et qui ont commencé par le faire généralement dans le cloud. Et donc qui ont pris des applications un peu standards. Tu parlais de VM tout à l'heure. J'ai quelques retours d'expérience de certains clients où c'était une simple application 2 tiers ou 3 tiers qui tournait dans des VM qui à un moment donné a seulement été déployée sur Azure par exemple et qui a fonctionné comme ça un certain nombre d'années. Mais très rapidement, l'application a eu des besoins de scalabilité, donc il a fallu un petit peu la revoir. L'architecture a été revue pour la containeriser, comme tu le disais tout à l'heure, la découper en petits modules séparés et amener la couche Kubernetes. Et c'est là que nous, on est intervenu justement à ce moment-là, parce que quand on a entendu parler de ce projet-là, on a pu faire intervenir Yves, notre gourou Trident, sur le sujet, pour commencer à parler d'automatisation, d'attacher automatiquement des volumes à des pods lorsqu'ils sont démarrés, où il y a une base de données qui tourne sur cet environnement-là dans le cloud chez Azure, et donc faire tourner ça sur un Azure NetApp File, donc c'est un volume NetApp qui tourne chez Azure, mais qui va être attaché automatiquement à la base de données qui tourne dans le pod Kubernetes. Et donc, ces outils-là, en fait, ils ont été choisis naturellement, on va dire, que le client, quand il a commencé à se poser ces questions de découper son application et la rendre plus scalable pour répondre à la demande des utilisateurs finaux, les choix techniques sont venus un petit peu naturellement. Et on sait tous qu'aujourd'hui, quand on parle
de containerisation d'applications, Kubernetes devient de facto la réponse. Et derrière, on a, nous, NetApp, voilà, quand on est face à ces problématiques clients-là qui commencent à déployer ces infrastructures-là, on a vraiment beaucoup de choses à apporter. On a commencé avec Trident, ça fait maintenant 5 ans, je crois, hein. Yves, rectifie-moi si je me trompe, mais ça fait déjà bien 5 ans qu'on a Trident. Et il y a des opérations qui sont possibles avec Trident qu'on n'était pas en mesure de faire avant, de pouvoir déplacer facilement un pod qui tourne chez Azure, le rapatrier on-prem pour faire de la validation. Eh bien, c'est des opérations qui sont possibles depuis déjà un certain temps, on va dire, via des opérations un peu techniques. Hein. Il faut être un petit peu barbu comme Yves pour faire ce genre de choses, hein, pour déplacer des containers d'un cloud à un autre. Mais on peut le faire puisqu'on peut faire des snapshots NetApp pilotés par notre fameux plugin Trident pour pouvoir répliquer facilement le contenu d'un volume CVO on-prem ou dans l'autre sens, pour pouvoir le redémarrer. Alors le redémarrage, il faut récupérer des objets Kubernetes pour pouvoir redémarrer l'application, mais ça se fait, c'est possible via de l'automatisation. Et je dirais que là, je pense à ça parce que ça me fait penser au projet suivant qui est en train d'arriver là chez NetApp, c'est Astra qui justement amène toute une intelligence au-dessus de ça et qui permet en un simple clic de protéger une application dans le cloud, pouvoir à base de snapshot NetApp bien évidemment, et puis de pouvoir aussi très facilement la redémarrer sous forme de clonage dans une autre région ou chez un autre cloud provider, hein, ça c'est la toute première version, et prochainement sur des infrastructures Kubernetes qui pourront elles aussi tourner on-premise et être hébergées par exemple sur du NetApp HCI comme nous l'a expliqué Guillaume. On-premise. On-premise. On-prem, ouais. Il y a un mot que je ressors de ce que tu viens de dire, Jérôme, c'est cloud. Est-ce que pour toi, on retrouve ces environnements beaucoup plus sur le cloud public ou beaucoup plus sur des clouds privés ? Est-ce qu'on est déjà sur un mode vraiment hybride où on prend le meilleur de tous ces environnements ? Si je regarde juste les clients pour lesquels j'ai pu intervenir, hein, c'est certainement pas représentatif de l'ensemble des clients avec qui on travaille, mais en tout cas pour mon expérience personnelle, je vois que ces environnements-là, globalement, sont des environnements de cloud first, où on commence dans le cloud. C'est vraiment les premiers workloads qui sont éligibles à partir dans le cloud. Mais après, se pose la problématique d'être indépendant du cloud provider. Il y a des clients qui commencent avec un cloud provider qui décident de changer en cours de route, donc d'amener de la flexibilité. Et c'est tout l'intérêt de Kubernetes parce que pour le coup, autant une VM, une fois qu'elle a été déployée sur un environnement chez Azure, AWS ou un autre, elle est interdépendante à l'environnement, et la déplacer c'est compliqué puisqu'il faut changer le format, alors qu'un pod, du moment qu'on a la technologie pour déplacer sa donnée, il n'y a rien de plus simple de ramener un pod on-prem vers le cloud ou du cloud vers un autre cloud provider. Donc pour répondre à ta question, oui, de ma fenêtre, ce type de projet, je les vois en priorité se déployer dans le cloud. Je vous propose de faire un jeu. Yves, on va jouer à la question tac au tac. Tac au tac. Et qu'est-ce que c'est que le tac au tac ? Donc Jérôme, on va te poser des questions. Aïe, je crains le pire. Tu as 5 secondes pour répondre à la question, ou au maximum une centaine de mots. Mais toujours dans les 5 secondes. 5 secondes sans mots. Ah, ça va être dur. Allez Yves, première question. Première question. Alors, Jérôme, NetApp et open source, mythe ou réalité ? Joker. Non, je dirais... le cœur de NetApp, c'est ONTAP et ElementOS avec HCI. C'est pas open source, c'est pas encore ouvert. Enfin, les sources d'ONTAP ne sont pas disponibles. Par contre, il y a énormément d'interconnexions avec la communauté. On parlait de Trident tout à l'heure. Trident, il est pour le coup vraiment open source. Hein. Il est accessible sur GitHub en open source. Et on voit plein d'autres choses, l'interconnexion avec Ansible, etc. Donc on est open source, je dirais donc. Ouais, c'est oui, donc c'est réaliste. Donc c'est oui. Merci. C'est oui à 60%. Non, c'est oui, il n'y a pas de... Merci. Suivant. Deuxième question, Jérôme. Ansible ou Terraform, ou les deux, ou autre chose ? Alors, je dirais Ansible. Faut que j'argumente ou pas ? Tant qu'à faire. Non, je pense que c'est... Non. Tu peux argumenter si tu veux, mais... Non, alors, bon, je dirais Ansible pour 2 raisons. Premièrement, Terraform, je connais pas beaucoup. J'ai pas une très grosse expérience dans Terraform.
Et je pense qu'Ansible, NetApp a une connexion avec la communauté Ansible assez forte, vraiment très très forte. D'ailleurs, quand on va sur le site doc.ansible.com et qu'on va lister les modules de stockage qui sont définis par défaut dans Ansible, on voit une tartine de modules pour NetApp qui est juste énorme. Globalement, on peut absolument tout piloter depuis Ansible. 100% des opérations, je crois, aujourd'hui, sont réalisables à travers des playbooks Ansible. Terraform, on voit des choses, mais je pense que c'est quand même un petit peu moins riche aujourd'hui qu'avec NetApp, j'entends que ça ne l'est avec Ansible. Alors j'ai vu quelques démos sympas avec Terraform, où on déployait des Cloud Volume Services, donc c'est des volumes NetApp sous forme de services chez Google à travers des ressources TF de Terraform. Je trouvais ça génial. On renseigne un petit fichier, on met quelques informations. Je veux un volume Cloud Volume Services chez Google de type NetApp avec une certaine classe de service. On lance la commande Terraform apply et dans la seconde qui suit, on a le volume qui est à disposition avec la bonne classe de service. Et derrière, on peut déclencher des snapshots à partir de Terraform. Donc les deux outils, je pense, dans le monde du cloud, j'ai l'impression que Terraform est en train de prendre beaucoup d'empreintes. Et c'est vrai qu'historiquement, Ansible a une forte connexion avec NetApp. Donc voilà. J'espère que j'ai été clair dans ma réponse. À défaut d'être concis. Sans mots, c'est ça, exactement. T'as compté les mots, Yves? Plus sans phrase que sans mots, là, mais on y est. Ah, zut. Prochaine question. Kubernetes, OpenShift ou Rancher? Alors, ce qui est comment répondre? Je dirais Kubernetes, bien sûr, parce que Kubernetes est un vrai projet open source qu'on peut déployer comme on le souhaite, n'importe où. Il n'y a pas de contrainte à l'utiliser. Après, si on souhaite avoir du support, avoir des niveaux de fonctionnalité avancés, une intégration avec l'AD, par exemple, tel que Rancher est capable de le faire pour les utilisateurs qui se connectent, qui utilisent Kubernetes. Voilà, la question, j'ai du mal à te répondre par une réponse affirmative. On va dire ça dépend du contexte. En tout cas, les trois solutions sont basées toutes sur Kubernetes. Donc, il y en a qui ont des fonctionnalités plus ou moins avancées, qui apportent du support et qui apportent des fonctionnalités supplémentaires. Donc, je ne sais pas répondre à cette question. Ça dépend du contexte. En fait, le contexte, c'est surtout que nous, NetApp, on est capable de marcher avec tous les orchestrateurs qu'on trouve. Oui, pardon, excuse-moi. Oui, ça, c'est une très, très bonne remarque. Yves, tu l'as pas dit comme c'était écrit normalement, tu as dit on s'en fout. On travaille avec les trois. C'est ça. C'était ce qui est écrit dans les notes de l'épisode, effectivement. Ce serait bien qu'on reste sur le script, messieurs. Jérôme, dernière question. C'est ma préférée. Ma question à moi. Stateful ou stateless? Stateful, parce que là, pour le coup, Stateful, on a tout un ensemble. C'est problématique, les applications Stateful, c'est des applications qui ont besoin de data au moment où elles démarrent, donc qui tournent dans des pods sur Kubernetes. Et nous, on a tout l'outillage qui permet d'aider nos clients à bien gérer l'intégration des applications Stateful sur des environnements Kubernetes, toujours grâce à Trident, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, notre orchestrateur de stockage. Donc, à l'unanimité, je réponds Stateful Application. Mais dans la vraie vie, il y a les deux, bien sûr. Les deux cohabitent, bien évidemment. On peut peut-être résumer ce que NetApp apporte à l'édifice DevOps si on essaye de faire en sorte que nos auditeurs se rattrapent à des solutions NetApp ou à des produits. Et pour illustrer le fait que NetApp a vraiment, au sein de son portfolio, vraiment intégré les notions de DevOps à différents niveaux. Alors forcément, ONTAP, ça reste notre storage operating system et qui tourne... Alors après, on peut interpréter ça de différentes manières. Le fait même que ONTAP tourne on-prem, en virtuel ou dans les hyperscalers, tout ça, ça se rattache aux notions de DevOps puisque ça va rendre la donnée mobile et on va plus être attaché vraiment à la machine sur laquelle tourne le workload. L'automatisation, forcément, ça reste une préoccupation très très proche de ce que les gens essayent de faire et font avec DevOps. Donc le fait que nos plateformes soient complètement automatisables au travers des API permet à nos clients d'utiliser l'ensemble des solutions NetApp, ou si on parle au moins des solutions de stockage, et de les intégrer avec des solutions DevOps. Alors on a parlé de Trident, effectivement, NetApp a entamé ce voyage il y a maintenant quelques années. Je me rappelle que j'avais
fait un post sur LinkedIn il y a quelques années sur les évolutions des apports de NetApp dans les environnements containerisés. D'accord. D'ailleurs, la première version, c'était Docker Plugin, hein, tu te souviens, le nom Trident est arrivé après. Au début, c'était Docker Plugin et il n'était compatible qu'avec Docker. Il n'était pas compatible avec la partie Kubernetes. Et quand Trident est arrivé, je crois que NetApp était le tout premier fournisseur de stockage à fournir ce type de plugin. On est arrivé en premier, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va aussi un petit peu plus loin avec Astra, mais on en parlera, je pense, une prochaine fois, puisque ça peut être un sujet à lui tout seul, ce Astra. Je vais rappeler quelque chose pour nos clients. Insight a eu lieu la semaine dernière. Les sessions vont toujours être disponibles pendant, je crois que c'est 90 jours. Et il y a énormément de sessions qui parlent du sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, de près ou de loin. Ouais, et je voulais ajouter qu'il y a des petites démos très sympathiques faites par Yves sur Trident. Avec il n'y a pas besoin d'être expert, mais on voit très bien le fonctionnement de Trident, c'est extrêmement bien fait, c'est très ludique, donc je vous invite vraiment à aller les voir. Moi je les ai trouvés vraiment géniales. Ça permet vraiment, sur un contenu qui est consommé une vingtaine de minutes, hein, c'est ça, c'est les sessions speed, Yves. Ouais, en fait j'avais 4 démos de 10 minutes chacune et une breakout de 40 minutes, mais un peu de tout. Si vous voulez voir la démonstration d'un cluster MySQL qui scale en s'appuyant sur des données qui sont sur des solutions NetApp, eh ben, allez voir la démo de Yves là-dessus, elle est très bien faite. Et vu qu'on parle d'événements, à noter que la semaine prochaine, je crois, il y aura KubeCon en virtuel, et NetApp sera présent aussi, avec quelques annonces intéressantes. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à vous y connecter, et vous aurez l'occasion de discuter avec des gens de NetApp sur nos produits autour de Kubernetes. Bon voilà, on a essayé de débroussailler un peu le sujet de DevOps, le premier épisode pour cette première approche. C'est un sujet qui bien sûr concerne les infrastructures, même si parfois les gens qui font du DevOps n'ont pas forcément la connaissance précise de ce que permettent de faire les infrastructures, et en ce qui nous concerne, pour caricaturer un peu les baies de stockage, mais il y a vraiment un rôle des infrastructures à remplir dans ces environnements quand on veut moderniser les applications, parce qu'au final, ça revient à ça. Alors, tout un programme pour le prochain épisode, où on va parler de nouveaux produits, de ce que NetApp innove en matière de DevOps et sur d'autres sujets. Merci messieurs, bonne journée à tous, bonne nuit, bon week-end. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur votre application de podcast préférée, laissez des notes et à très bientôt. Salut. Salut, à bientôt. Salut. Salut à tout le monde, ciao ciao.